la France s'ouvre aux quatre vents de la mondialisation la plus savage, au dérèglement de tous les rapports humains et aux assauts de tous les extrémismes, où est notre capacité à vivre sereinement ensemble? Où sont la solidarité et la fraternité? La solidarité, bien sûr, mais ce n'est pas un droit acquis. La solidarité se mérite. Voilà ce que nous croyons. Quelle solidarité peut réclamer celui qui viole, qui tue ou qui pille? Pourquoi l'honnête travailleur se devrait-il d'être solidaire du trafiquant de drogue ou de l'assassin? Pourquoi les aides sociales, les logements sociaux, les minimums sociaux seraient-ils accordés à ceux qui auraient en situation de récidive gravement troublé par leurs agissements la paix sociale en violant les règles élémentaires qui régissent la vie en société? La fraternité, enfin, nécessite de la concorde. Et l'on ne peut que juger très sévèrement ceux qui, pour des raisons électoralistes, divisent les Français sur des sujets sociétaux, cédant ainsi à la pression de lobbies ultra-minoritaires. Et c'est pourtant nous qu'on accuse parfois de vouloir diviser les Français, mais force est de constater que la division du peuple français est l'œuvre de l'UMP et du PS, et que nous sommes les seuls à même de promouvoir la concorde et la paix, car nous sommes les seuls à résister au ferment de division du peuple français. La division naît de l'individualisme et du tout pour soi, de la satisfaction immédiate des désirs matériels par l'argent. Dans cette société du tout commerce où tout s'achète, tout se vend, où celui qui n'a pas les moyens est abandonné, oublié, je dis qu'il faut remettre le collectif au centre de nos valeurs. La division, elle naît aussi, comme je l'ai rappelé, du communautarisme, conséquence naturelle de l'égoïsme triomphant et d'une forme de tribalisation archaïque. La division naît enfin de la faiblesse de nos dirigeants, incapables de faire respecter des règles communes, livrant ainsi la loi aux appétits des lobbyistes les mieux organisés ou les plus financés. Il nous faut retrouver la voie de l'unité nationale. Cette voie passe nécessairement par un projet collectif, un projet national qui pousse les Français à s'engager dans les vrais combats, à miser sur leurs forces, celles qui fédèrent la nation française. Je vous appelle à l'unité et à la concorde. Nous sommes les seuls à pouvoir les garantir et à pouvoir les défendre. C'est un cercle vertueux que je décris et que j'appelle de mes vœux, dans lequel l'individu, soucieux du sort de la France, s'épanouit dans une société prospère, paisible et s'enorgueillit de son rayonnement. Car au-delà de la crise économique, je suis convaincu qu'une partie du mal français réside dans le rabaissement quotidien de la France par ses élites, adeptes de la repentance, répétitive et insupportable, alors que les Français ont toutes les raisons d'aimer leur pays et d'en être fiers. Je vous livre ces quelques lignes de Maurice Druon. Percevez la sagesse quasi divinatoire de ce qui suit. Les tragédies de l'histoire révèlent les grands hommes, mais ce sont les médiocres qui provoquent les tragédies. La médiocrité de quelques dirigeants, leur infatuation vaniteuse, leur légèreté aux affaires, leur inaptitude à bien s'entourer, leur nonchalance, leur présomption, leur incapacité à concevoir de grands desseins ou seulement à poursuivre ceux conçus avant eux. Rien ne s'accomplit de grand dans l'ordre politique et rien ne dure sans la présence d'hommes
dont le génie, le caractère, la volonté inspirent, rassemblent et dirigent les énergies d'un peuple. Tout se défait dès lors que des personnages insuffisants se succèdent au sommet de l'État. L'unité se dissout quand la grandeur s'effondre. L'unité se dissout quand la grandeur s'effondre. Oui, méditons bien cette pensée. Cela fait des décennies que nos gouvernants successifs, de droite comme de gauche, expliquent aux Français que leur pays ne peut plus rien, qu'il doit s'adapter aux évolutions du monde en renonçant à tout ce qui fait sa spécificité, qu'il sera plus fort sur la scène internationale et plus prospère économiquement en remettant à d'autres les clés de son destin, qu'il doit abandonner ses frontières migratoires, économiques, financières. Invraisemblable ineptie. En disparaissant, vous serez plus fort. L'UMP, le PS ont honte de la France. La croient si peu capable qu'ils préfèrent la mettre sous tutelle de Bruxelles et de Berlin. Mais comment voulez-vous que les Français aient confiance en eux? Non contents d'être les uniques responsables de cette rupture de confiance, nos élites méprisent le peuple, le culpabilisent. Et parce que nous, au Front National, nous osons regarder la réalité en face, voilà les mêmes qui nous accusent de surfer sur les peurs. Vous surfez sur les peurs, nous disent-ils. Mais croyez-vous que nous sommes heureux de la voir, de la sentir, cette peur quotidienne chez beaucoup de Français? Croyez-vous que nous sommes heureux que les Français aient peur pour leurs enfants lorsqu'ils sortent, pour leurs parents dont la retraite s'amenuise, pour leur emploi, pour leur avenir? Mais c'est vous, messieurs, qui dirigez la France depuis 40 ans, UMP, PS, Verts, communistes, centristes, c'est vous qui avez permis le développement de ces craintes légitimes en ne mettant pas en œuvre une politique qui protège, qui rassure, qui bâtit. C'est quand même le monde à l'envers. Que ce soit nous qui soyons mis en accusation pour avoir simplement dit la vérité et refusé les discours lénifiants expliquant que tout va très bien, Madame la Marquise. Croire en un projet national, retrouver l'unité de la nation par un projet national, c'est un beau dessein. Mais s'ils sont de plus en plus nombreux à y adhérer, les Français ne s'y trompent pas. Cela ne sera pas possible s'ils ne se donnent pas un chef, et un chef qui ose. Au pire président de la République, Nicolas Sarkozy succède le pire président de la République, François Hollande. Mais il faut sortir de cette spirale infernale. Il faut maintenant un vrai chef. Un chef qui agisse. Enfin, la France ne peut plus attendre. Car nous avons besoin, chers amis, et chacun le devine aujourd'hui aisément, en ces temps obscurs où tout est flou, où tout avenir paraît incertain, où la mollesse de nos dirigeants le dispute à un véritable laxisme d'État, nous avons besoin d'autorité. Et dans tous les domaines, il faut de l'autorité et un État sûr de lui partout. Dans le domaine économique d'abord, où l'on devra s'opposer à des intérêts colossaux avec clarté et fermeté, où il faudra négocier âprement le retour de la souveraineté nationale dans les meilleures conditions. Dans le domaine migratoire aussi, où il faudra avoir l'autorité nécessaire pour remettre des frontières, stopper l'immigration, renvoyer les clandestins et négocier la fin de Schengen. Dans le domaine de la sécurité bien sûr, où il faudra sans faillir
appliquer la tolérance zéro et rompre avec des décennies de laxisme, remettre la victime au cœur de nos préoccupations et défaire la justice de sa culture de l'impunité. Dans le domaine du communautarisme, contraindre ceux qui pensent substituer leurs lois aux nôtres. Sans autorité, sans audace et sans détermination, le changement ne viendra jamais. Mais, je veux le dire très clairement aujourd'hui, je précède les mauvais procès maintenant. L'autorité ne doit pas être confondue avec l'autoritarisme. Il est possible d'avoir de l'autorité dans la justice. Et ce sont les laxistes qui veulent faire croire qu'autorité rime avec totalitarisme. L'autorité ne tire sa légitimité que de la démocratie. Je le rappelle ici parce que vous devez porter partout ce message de vérité. Le désordre, le chaos, l'anarchie frappent toujours et d'abord les plus faibles, les moins aptes à se défendre, les moins protégés. La justice, l'état de droit, le respect des traditions françaises en matière de liberté publique sont au cœur de notre politique. Oui, quand nous serons au pouvoir, et cela viendra très vite, nous rétablirons en tout domaine l'autorité de l'État, de l'école à la rue, de la banque à la grande distribution.